Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. Cette semaine, à la une de l'actualité économique lyonnaise, grosse acquisition en vue pour Obiz. Son PDG Brice Chambard a annoncé vouloir finaliser l'opération durant le printemps. Un accord a été signé pour l'acquisition à 100% d'une plateforme de e-billetterie leader dans son secteur. Le nom de cette dernière n'a pas encore été communiqué, mais elle doit permettre à Obiz de pratiquement doubler son chiffre d'affaires en 2023. Les entreprises à capitaux étrangers de plus en plus présentes dans la région. Selon Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, elles ont bondi de 20% entre 2018 et 2022 et elles siègent bien souvent dans l'agglomération lyonnaise à près de 30%. Dans le détail, les entreprises à capitaux américains sont majoritaires à 18%, suivies par l'Allemagne en recul et la Suisse. Après les boulangers, ce sont les restaurateurs lyonnais qui se disent pris à la gorge à cause de la crise énergétique. À l'initiative des Toques Blanches lyonnaises, un dîner aux chandelles a été réalisé ce mardi soir dans plusieurs établissements de l'agglomération. Un noir presque complet pour dénoncer la hausse du prix de l'électricité qui se rajoute à celle des matières premières. Place désormais à l'entretien de l'invité de Damien Guy-Perret. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler des TPE et des PME qui représentent 98% des entreprises françaises, donc qui pèsent énormément dans la balance. Ce sont des entreprises qui amortissent les problématiques économiques, qui sont hyper réactives. C'est une qualité, mais c'est aussi un défaut, c'est-à-dire qu'elles subissent les conséquences des différentes crises. Pour aborder ce sujet qui est important dans notre économie, je vais évidemment recevoir aujourd'hui quelqu'un qui non seulement est à la tête de la CPME du Rhône, mais qui a également créé sa petite entreprise récemment, donc Monsieur Franck Morise. Franck Morise, bonjour. Bonjour Damien. Je le disais en intro, vous êtes le récent président de la CPME du Rhône. Vous avez succédé à François Turcat au 1er juillet dernier. Qu'est-ce qui vous a amené à lui succéder ? Ce qui m'a amené à lui succéder, c'est qu'après avoir passé 25 années à ses côtés, en tant que secrétaire général de cette magnifique organisation patronale, j'ai pu côtoyer ce qu'on appelle chez nous des héros. Voilà. Des héros dits incognito qui sont dans ce contexte où gouvernés un peu par la peur, les derniers, me semble-t-il, à oser, à risquer, y compris leur patrimoine personnel, à embaucher, à créer, à reprendre. Et je suis admiratif de cela. Je suis admiratif de cela et c'est la raison pour laquelle d'abord j'ai souhaité, c'était mon premier engagement vis-à-vis de François, devenir un des leurs. Et donc j'ai non pas créé mais repris une PME avec mon épouse en 2019. Et j'ai accepté également, à la demande de François et de l'ensemble des administrateurs, de continuer l'engagement pour défendre ces héros, les représenter pour que plus jamais ils ne soient considérés comme des grandes entreprises en modèle réduit. Pour que plus jamais, alors que, vous l'avez dit, ils représentent 98% du tissu économique français, plus jamais ils ne soient considérés comme une minorité, contrairement à l'idée reçue. Ils ne sont pas une minorité, ils ne sont pas des grandes entreprises en modèle réduit, mieux que ça pour moi, et c'est la raison de mon engagement, ils sont l'avenir de notre économie. Cette économie qu'il faut impérativement épurer de tous ces excès. Ces boîtes-là n'ont pas sombré dans la financiarisation, dans la mondialisation. Ce sont des PME qui incarnent une économie humanisée, enracinée, territorialisée, juste, sobre, au moment où les défis qui s'imposent à nous sont des défis sociétaux, de partage de la valeur, des défis environnementaux. Ce sont donc pour toutes ces raisons que j'ai avec le plus grand enthousiasme et qui par respect vis-à-vis de François, accepté de lui succéder à la présidence de cette organisation patronale. Alors il faut rappeler qu'auparavant, au préalable, vous étiez secrétaire général, donc vous étiez salarié de la CPME. Bien sûr. Le poste de président est un poste bénévole. Absolument. Vous avez créé votre entreprise en parallèle. Ouais. Mais est-ce que vous pouvez... Alors d'abord, est-ce que ce n'est pas trop difficile de succéder à une personnalité comme François Turcat, qui a quand même marqué l'économie lyonnaise pendant une trentaine d'années ? Alors c'est surtout pas difficile. C'est surtout pas difficile compte tenu du fait que nous ne faisions qu'un pendant 25 ans. François et moi, voilà. Il m'a tout donné.
Il m'a tout donné, il m'a inspiré au même titre que les patrons de PME, et je ne pouvais qu'accepter sa proposition de lui succéder au nom d'une mission supérieure qui nous transcende, qui est justement la défense et la représentation de ces TPE et de PME, cette défense l'a habité pendant 25 ans, il l'a magnifiquement incarné, et je n'avais pas le droit, quitte à être bénévole, vous avez raison de le rappeler, de ne pas m'engager. À 53 ans passés, alors même que voilà, j'ai vécu, comme on dit, il est grand temps, si on partage cette cause-là, si on veut réhabiliter la cause de l'entrepreneuriat responsable, il était grand temps de s'engager. Alors, rappelle-nous le poids de la CPME dans le Rhône, qui a un poids particulier, notamment au niveau national, Ouais. et son rôle, parce qu'à la base, c'est un syndicat, la CPME. C'est une organisation patronale, c'est un syndicat. Alors, on a du mal à dire syndicat, nous, pour ne pas être comparé aux organisations de salariés, mais tu as raison, c'est un syndicat, une organisation patronale, et c'est vrai qu'à la CPME du Rhône, on a la faiblesse de penser, mais les chiffres vont dans notre sens, que nous sommes la première organisation patronale départementale de France, très clairement, avec pas moins de 3500 adhérents. On en compte 50 chaque mois supplémentaires, et nous ont rejoint une vingtaine de branches professionnelles comme le bâtiment, la petite métallurgie, les assureurs, les pharmaciens, bref. On prétend recouvrer une certaine légitimité et être habilité du coup à parler objectivement en leur nom. Alors, vous parlez en leur nom, mais vous faites quoi pour les accompagner? Est-ce qu'ils ont besoin d'accompagnants? Vous avez raison. Vous avez raison. Je pense que si on ne faisait que parler dans leur nom, on ne compterait pas beaucoup d'adhérents. Ça, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant pour faire des adhérents, comme on dit. Pour faire des adhérents, il faut les servir. Nous, on a le sens du service. Et en fait, de cette organisation patronale, on en a fait une véritable PME de service qui va accompagner ses adhérents, ses petits patrons, et ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, dans la gestion de ces tracas, de ces difficultés quotidiennes. Ses relations avec les administrations fiscales, sociales, l'URSSAF, ses relations avec les banques, ses relations avec les juridictions consulaires, le tribunal de commerce, prud'homal, le conseil de prud'homme. Nous allons essayer d'exonérer le petit patron de toutes ces scories au quotidien qui ne constituent pas le cœur de son activité. Et donc, comme ça, on a développé toute une palette de services. Il y a 70 matinées de formation aujourd'hui, gracieusement offertes à nos adhérents. Et puis, on les ouvre. On vient d'inaugurer un nouveau lieu qui s'appelle l'After Hall, qui est un lieu d'inspiration des meilleures pratiques aujourd'hui de nos adhérents, mais aussi d'ouverture sur l'ensemble du monde. Nos PME ne sont pas déconnectées de leur territoire, ne sont pas déconnectées de leur ville ou de leur métropole. Donc on a créé un lieu d'inspiration ouvert à tous aujourd'hui, et on a créé depuis peu un nouvel événement qui va donc se dérouler bientôt, le 6 avril prochain, qui s'appelle Métamorphose, un lieu justement de partage pour relever tous ces défis, toutes ces transitions qui ne sont plus des options, notamment les transitions environnementales, les transitions digitales, les transitions sociétales. Et voilà, c'est un accompagnement au quotidien qu'on fait avec nos tripes, et je veux en profiter pour remercier toutes les équipes de la CPME que j'ai eu le plaisir d'animer pendant 25 ans. Donc maintenant, mon successeur Franck Lebel le fait admirablement, d'ailleurs mieux que moi. Et puis la troisième mission, la troisième vocation d'une organisation patronale, et je remercierai jamais assez ceux qui ont accepté de nous représenter, c'est effectivement la représentation de nos adhérents dans les institutions. Nous comptons à peu près 10% de nos adhérents qui sont mandataires, qui s'engagent ici pour gérer, ou plutôt pour co-gérer, parce que sur le territoire lyonnais, il se trouve qu'avec le MEDEF, c'est main dans la main qu'on fonctionne. On ne sera jamais assez nombreux, à mes yeux, pour défendre l'entreprise et ses valeurs. Et donc, on co-préside la chambre de commerce avec Philippe, les tribunaux de commerce, les conseils de prud'homme, les organisations de formation, les organismes paritaires comme l'URSSAF, etc. Il faut bien, pour ce faire, qu'il y ait des adhérents ou des adhérentes, de plus en plus, qui s'engagent et qui acceptent ces mandats pour nous représenter et faire entendre la voix de ces PME et la singularité de cette voix notamment. Elles sont dans quel état, nos petites entreprises actuellement, post-Covid, inflation, guerre en Ukraine, problématique de recrutement? Elles sont de plus en plus chahutées. Ne parlons plus de crise, c'est entendu. Aujourd'hui, ce sont des aléas, des incertitudes qui feront leur quotidien. Et c'est vrai que
D'abord psychologiquement, parce que l'état psychologique de nos adhérents nous importe aussi. Psychologiquement, je les trouve pour certains un peu affectés et fatigués par toutes ces crises. Quand on est seul, et c'est d'où l'opportunité de sortir pour s'en sortir, de venir, de rejoindre des organisations comme les nôtres pour jouer plus collectif, ils sont un peu fatigués, notamment, et c'est bien dommage, nos industriels, qui sont les plus impactés aujourd'hui par l'augmentation des coûts d'appro, globalement, par la mondialisation, par les ruptures de chaînes d'appro, par l'augmentation des factures énergétiques. Ces industriels qui, rappelez-vous, devaient redevenir notre priorité au nom de la souveraineté, au nom de l'indépendance industrielle qu'on devait recouvrer. Ils sont bien abîmés, comme nos commerçants le sont par aujourd'hui l'inflation galopante. Néanmoins, j'ai envie de dire que ces faits qui sont plutôt conjoncturels et qu'on va surmonter tous ensemble ne doivent pas les laisser penser que l'avenir est plutôt gris. Aujourd'hui, l'avenir est fait, selon nous, de plein d'opportunités et que s'il y avait un vrai sujet auquel il faut qu'on va devoir aborder ensemble, qui est une problématique d'ordre plutôt structurel, c'est le sujet des ressources humaines, c'est le sujet de l'emploi, parce que c'est la démographie. Et cette démographie-là, ce n'est pas conjoncturellement, mais structurellement, elle va s'imposer à nous et faire que, au fil des ans, globalement, nous aurons de moins en moins de compétences pour satisfaire nos besoins et qu'il va falloir composer avec cette réalité nouvelle. Alors, la démographie, elle influe aussi sur les retraites, on est en plein dedans. Quelles sont les remontées de vos petits chefs d'entreprise, et ce n'est pas péjoratif dans la bouche non plus, concernant cette fameuse réforme des retraites? Est-ce que ça leur fait peur, d'abord, que la France soit à l'arrêt? Est-ce qu'ils sont plutôt conscients du fait qu'il faut réformer ces retraites? Est-ce qu'ils sont touchés directement? Ils sont désespérés, désespérés de la tournure que prend cette mesure, pour au moins 3 raisons. J'ai peur que cette réforme, elle soit finalement révélatrice de notre vision trop technocratique, trop budgétaire. On a une approche exclusivement budgétaire et technocratique de la réforme des retraites qui fait qu'aujourd'hui, qu'on soit femme, homme, avec 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, qu'on soit fonctionnaire, salarié du privé, qu'on bénéficie d'un régime spécial, d'une caisse indépendante, qu'on ait une carrière longue, une carrière dite pénible, vous n'avez jamais le même traitement qui vous est réservé. C'est devenu illisible et donc je peux comprendre ceux qui ne l'entendent pas. Nous n'avons pas su faire montre de pédagogie. Le deuxième sujet, qui est révélateur de cette réforme compliquée, c'est l'absence de projet collectif. C'est que finalement, aujourd'hui, ceux qui sont dans la rue, qui ne sont pas d'ailleurs les plus concernés par la réforme des retraites, qui certes vont devoir travailler 2 ans de plus, mais qui partiront jamais à 64 ans. Je rappelle que, compte tenu des carrières longues, compte tenu de l'usure professionnelle, compte tenu du minimum contributif, etc., aujourd'hui, 40%, 4 salariés sur 10 partiront avant l'âge légal de la retraite, avant 64 ans. Voilà. Ce projet n'est plus partagé parce que nous l'appréhendons qu'à travers nos cas spécifiques. Nous l'appréhendons qu'à travers notre quotidien sans plus jamais nous projeter dans l'avenir à travers un projet collectif. Qu'il devrait être beau, le projet collectif, de sauvegarder ce bien précieux qui est cet État-providence qui aujourd'hui limite les inégalités, nous préserve parfois de toutes les dérives extrémistes, cet État-providence qui nous garantissait ce système par répartition. Il fallait qu'on l'embrasse pour que tous les jeunes ne soient pas dans la rue, mais pour qu'ils soient à nos côtés, parce que c'est pour eux qu'il nous faut accepter de travailler un peu plus au nom de cette cause qui doit nous transcender. Parce qu'on a négligé aujourd'hui ce projet qui nous transcende, qui est collectif, et parce que, et enfin, et on en est très malheureux, la valeur travail se trouve quand même très abîmée. Aujourd'hui, on doute finalement de la capacité de ce gouvernement, compte tenu en plus de sa majorité toute relative à l'Assemblée nationale notamment, de faire passer cette réforme. On en est bien meurtri, parce que voilà un beau projet pour nos enfants. Voilà un beau projet. Et je rappelle qu'au bout du compte,
Nous serons peut-être le 1er septembre prochain le seul pays avec la Grèce qui travaillera en deçà de 65 ans. Si nous n'acceptons pas, et si nous sombrons aujourd'hui dans l'obscurantisme des réseaux sociaux, qui nous fait négliger des principes de réalité, accepter qu'aujourd'hui, lorsque nous avons créé ce fameux système par répartition, on comptait 5 actifs pour un retraité. Rappelons que ce sont les actifs d'aujourd'hui qui payent les retraites d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous comptons 1,5 salariés pour un retraité. Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir que ce système n'a aucun avenir, sauf à accepter que ça n'est plus un bien commun, n'a aucun avenir si on ne travaille pas un peu au nom de cet avenir qu'on doit partager, au nom de ce projet collectif, sauf à baisser les pensions, je ne suis pas sûr que quiconque soit disposé à le faire, ou à augmenter finalement les cotisations patronales ou salariales qui sont juste déjà les plus élevées au monde et qui expliquent notre piètre compétitivité et nos 161 milliards de déficit commercial cette année. Nous n'avons pas d'autre choix. Donc si je résume votre pensée, la réforme, oui, mais il faut l'expliquer mieux pour que le collectif s'en empare. Il faut qu'on s'oublie. Il faut qu'on s'oublie pour partager quelque chose qui nous est précieux, un bien commun qui est le garant de notre cohésion sociétale. Cet État-providence qui prend l'eau de toutes parts. Cet État-providence, nous n'avons pas le choix que pour le financer, que de travailler. Parce que c'est le travail jusqu'alors qui crée de la richesse et qui nous permettra demain de mieux les répartir. Alors le travail, vous savez de quoi vous parlez, parce qu'on va retracer votre parcours. Vous avez une formation en sciences politiques, vous devenez assistante parlementaire, puis secrétaire général de la CPME. Je fais un peu court, hein, je n'ai pas sorti tout votre CV. Et puis quelle drôle d'idée en 2019, vous reprenez une petite entreprise, la laiterie du Mont-Aiguille, donc qui est dans le Vercors. C'est pas votre culture? Eh bien, détrompez-vous, Damien, parce que c'est pas parce que je suis venu en costume jusqu'à ce matin que c'est pas ma culture. C'est pire que ça. C'est mieux que ça, j'ai envie de dire. L'agriculture, c'est ma culture. Je viens d'un petit village de Lyon, fils de paysan, petit-fils de paysan. J'ai traîné mes guêtres mes 18 premières années dans les écuries au milieu des vaches. Pas des vaches à lait, on a repris pourtant une laiterie, mais des vaches à viande. Et j'ai connu la détresse. J'ai connu la faillite, comme on dit, de l'exploitation de mon papa et mon frère qui a essayé vainement de reprendre cette entreprise. Ça m'a marqué à tout jamais. Ces valeurs-là, ce sont aussi mes héros. Ces agriculteurs qui sont ces fameux, dont parle Alexandre Jardin, ces fameux taiseux, ces faiseux, qui sont à mes yeux, qui méritent d'être réhabilités dans leur savoir-faire, mais aussi dans leur savoir-être. C'est l'objet aussi de la reprise de cette entreprise. Donc effectivement, j'ai eu une opportunité, il y a maintenant presque 4 ans, d'abord de faire une belle rencontre avec un cédant dont on a partagé les valeurs, avec Florence, je rappelle, hein, tout cela ne serait pas possible avec mon épouse, qui elle a quitté les grands groupes aujourd'hui pour se consacrer à cette entreprise qui compte aujourd'hui 20 salariés et qui permet le maintien, parce qu'on a fait figurer une raison d'être au fronton de cette laiterie, qui nous permet d'assumer notre raison d'être, qui consiste à maintenir une agriculture de proximité en zone de montagne, en zone de déprise, comme on dit dans le monde du lait, puisque tous les gros acteurs se retirent progressivement, et que si nous n'avions pas mis nos économies avec Florence dans cette entreprise pour reprendre cette laiterie, ce n'est pas moins d'une vingtaine d'exploitations qui auraient été amenées à disparaître. Il était grand temps, au même titre que j'ai accepté de m'engager à la CPME, que je m'engage pour ceux qui m'ont élevé. Voilà. Pour ceux à qui je dois tout, un peu comme le saumon, voilà, qui remonte la rivière. C'était hyper important pour moi que de donner du sens à travers cette aventure entrepreneuriale, et pas n'importe quelle aventure entrepreneuriale. Une aventure entrepreneuriale de couple. Parce que certes, on a une raison d'être, on a un objectif économique, rentable, embaucher, se développer, etc., permettre à nos agriculteurs de mieux vivre, et peut-être que je vous expliquerai ce qu'on fait pour eux, mais j'y ai trouvé une autre raison d'exister et de trouver du sens. C'est un objet social, je ne sais pas si je dois le dire ici, amoureux. Quand je vois mon épouse tous les jours, elle qui était confortablement installée dans le monde de l'assurance depuis 25 ans, se lever à 5 heures du matin à l'heure du laitier, je dis chapeau bas, madame.
Et quels que soient aujourd'hui les résultats de cette aventure, quels qu'ils soient, et nous n'avons pas à nous en plaindre, mais on se donne les moyens tous les jours, nuit et jour, j'ai envie de dire. Hein. Ce matin, avant de vous voir, à 5 heures, je pense qu'on parlait collecte ou transformation du lait. Quelle que soit l'issue de cette aventure, elle m'aura permis, et j'espère elle nous aura permis, de nous révéler à travers une aventure entrepreneuriale. Il n'y a pas mieux que l'entrepreneuriat pour exister. Alors, une entreprise comme celle-ci, j'imagine que pour la faire survivre, il faut la moderniser, justement. Qu'est-ce que vous faites pour la maintenir sur son lieu, sans subir la concurrence et comment vous la portez à bout de bras, comment vous la faites vivre, cette entreprise, justement? Alors, je me méfie toujours, moi, des termes comme la modernité à tout crin, à tout prix, moi qui reviens justement à des choses vraies, la nature, l'agriculture. Donc la modernité, si par modernité vous entendez partager, alors je vais vous dire, là on est plus que moderne. Parce que oui, voilà, on a institué et on souhaite à travers cette aventure entrepreneuriale, plus que jamais, c'est un enjeu, un grand défi qu'on se doit de relever, qui est le partage de la valeur. Partager mieux avec nos collaborateurs. Ça n'est pas une scope, c'est une entreprise. Sauf que, sitôt arrivé, on a mis en place un dispositif d'intéressement, ce qui nous a permis de recruter et de fidéliser des compétences. Partager avec nos agriculteurs. Je pense que nous sommes les premiers, en France, aujourd'hui, à proposer un contrat. On a contractualisé avec nos 20 producteurs sur 10 ans. Je me suis engagé à prendre la totalité du lait sur 10 ans aujourd'hui. Et j'accompagne des jeunes agriculteurs à s'installer en me portant garant auprès du banquier, en l'occurrence très souvent le Crédit Agricole, pour qu'ils puissent acheter leurs bêtes. Voilà ce que c'est que le partage. Le partage aussi peut-être demain avec les distributeurs. Donc je travaille avec certains d'entre eux qui ont cette approche-là, ce souci des produits locaux, du bien manger, de la revalorisation des territoires, partager, être transparent. Si c'est ça, être moderne, alors nous le sommes, mais nous investissons aussi, bien sûr, sur des sujets comme le digital. Voilà, aujourd'hui, on est capable de livrer à domicile sur toute la France. On a investi dans des casiers digitaux. Vous commandez aujourd'hui sur le site internet vos produits laitiers, fromage, ultra frais, yaourt, desserts lactés. Vous les retrouvez dans vos casiers ici ou là. On a investi sur des sujets environnementaux. Voilà, on a investi sur du panneau photovoltaïque qu'on va mettre sur le toit de la laiterie. On a investi sur du vrac, voilà, par le souci aujourd'hui du gaspillage, puisqu'on distribue les cantines scolaires de l'Isère. Donc on fait des yaourts en vrac. Bref, c'est tous des sujets en fait qui ne sont sûrement pas modernes, qui sont simplement contemporains. Je pense que la marque de fabrique d'un petit patron, c'est de composer avec son temps. Voilà, avec son temps et avec ses temps qui quand même ont tendance à se raccourcir, ce qui peut être un peu anxiogène aujourd'hui. Mais si moderniser, c'est ça, alors on pourrait prétendre l'être. Justement, on parlait environnement. Est-ce que ça pèse pas trop dans la balance? Est-ce que c'est surmontable aujourd'hui, toutes ces contraintes environnementales, cette réglementation pour les agriculteurs? Je pense que c'est une chance. Sincèrement, quand on s'exprime entrepreneurialement dans le domaine de l'agroalimentaire ou de l'agriculture, il nous faut avoir un respect de la nature comme d'aucuns. Moi, aujourd'hui, 50% de ma prod est devenue bio. L'autre moitié de mes producteurs, que ce soit en vache, en lait de brebis ou en lait de chèvre, aujourd'hui, sont tous en agriculture raisonnée ou ce qu'on appelle en HVE, haute valeur environnementale, avec le respect notamment du bien-être animal. Si on a investi là-haut, dans la montagne aussi, pour faire du lait entier de montagne, c'est pour que nos bêtes, pour que les bêtes de nos exploitants puissent aller en estive. On fait de l'agriculture pastorale, voilà, qui est garante justement du bien-être animal, du respect de l'environnement. Et malheureusement, on a fait de ces agriculteurs-là, quoi? En fait, des cantonniers de la PAC, des cantonniers de la politique agricole commune, parce qu'ils ne vivent toujours pas des fruits de leur travail, s'ils ne devaient pas toucher des subventions de l'Europe. C'est un scandale. La grande œuvre, le grand objet de cette petite laiterie, c'est d'apporter sa petite contribution, sa petite pierre, sa petite goutte d'eau, comme dirait Pierre Rabhi avec son colibri, pour éteindre l'incendie. C'est d'apporter cette petite pierre à la cause de nos agriculteurs qu'il faut impérativement réhabiliter, parce qu'au-delà des bons produits,
qui nous nourrissent tous aujourd'hui, ils ont fait de notre pays le plus aménagé, le plus beau du monde, qui nous vaut d'avoir 85 millions de touristes, c'est-à-dire le plus grand nombre en France. Et ça, personne n'en tient compte. Franck Maury, je crois que vous nous avez convaincus. Merci beaucoup. Une fois n'est pas coutume, je vais vous donner 2 sites internet, puisqu'on a et le président de la CPME du Rhône et le directeur général des fromageries du Montéguy. Donc le premier site internet pour la CPME du Rhône, c'est cpmerhône.fr. Le second, c'est fromagerie-mont-aiguille.fr. Merci Franck. Merci Damien. Et si vous voulez prendre contact avec moi, vous m'adressez un mail à dgp@lyonmac.com. À la semaine prochaine. Au revoir.